Le ray tracing a deux avantages principaux. D'abord, ça permet de gérer les réflexions, et même les réflexions multiples, mais ça on l'a déjà étudié. Mais ça permet aussi de calculer de la transparence, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc sur notre scène préférée, on a ici un objet qui est un carré de verre, et donc bien évidemment, on voit le cube bleu par transparence derrière ce carré de verre. Mais quand un rayon lumineux traverse un objet avec un changement de milieu, le trajet des rayons lumineux est dévié. Et donc c'est ce qu'on va étudier. Donc quand un rayon lumineux arrive à la surface d'un objet, il se passe deux choses. On a une partie du rayon lumineux qui est réfléchie et une partie du rayon lumineux qui est réfractée. Alors voyons un autre exemple. Ici, on a deux tores pour l'instant qui sont deux tores opaques. C'est-à-dire que vous voyez que le tore rouge ici cache le tore vert et que ici, par exemple, l'ombre du tore rouge est une ombre complète. Maintenant, on transforme notre tore rouge en un tore transparent, mais sans changement de milieu. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on voit à travers notre tore rouge? On voit vraiment l'image du tore vert, mais qui est l'image bien continue, sans déformation. Et vous voyez que l'ombre, elle est un petit peu plus claire parce que notre tore rouge est transparent et donc il laisse passer la lumière, l'ombre n'est pas forcément complète. Maintenant, dernière étape, on change notre tore rouge qui est devenu un tore en vert. Donc c'est plus le même milieu. Et vous voyez que l'image qu'on obtient est une image assez surprenante. On voit effectivement le tore vert à travers notre tore de vert, mais ce n'est pas du tout l'image continue. Donc en fait, quand les rayons lumineux passent de l'air au vert, ils sont déviés, et puis à l'intérieur, on a aussi du vert, on a aussi des réflexions, et donc vous voyez que le trajet est assez surprenant. Remarquez aussi que l'ombre, elle est aussi un petit peu difficile à calculer. Schématisons donc le lancer d'un rayon en un point P. Donc notre rayon R0, il arrive en P. On a bien sûr une partie de ce rayon qui est réfléchi en un rayon R1. Ça, c'est une chose qu'on a déjà bien étudiée. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le rayon réfracté. Donc si on a un changement de milieu, par exemple en haut de l'air et en bas de l'eau, la trajectoire du rayon réfracté ne va pas être rectiligne par rapport à R0. Il va y avoir un rayon R2 qui sera dévié par rapport à R0. C'est pour ça que c'est assez difficile quand vous avez les pieds dans l'eau de pêcher au harpon des poissons. Parce que généralement, le poisson, il n'est pas là où vous croyez le voir. Alors, commençons par la partie réfléchie. Ça, c'est quelque chose qu'on sait bien. Pour le rayon réfléchi, l'angle entre le rayon réfléchi et la normale, c'est le même que l'angle entre le rayon incident et la normale. D'accord? Donc on a ici l'angle θ à gauche qui est le même que l'angle θ à droite. Maintenant, pour la réfraction, c'est plus compliqué. Donc on a des milieux auxquels on associe un indice. L'indice de l'air, c'est 1. Et on verra l'indice de verre, c'est environ 1,4. Et maintenant, en fonction de l'indice, on va trouver une relation entre l'angle incident, ici θ1, donc c'est l'angle entre la normale et notre rayon incident, et θ2, qui est l'angle entre le rayon réfracté et toujours la normale. Voici la formule appelée loi de Snell-Descartes qui permet de calculer l'angle du rayon réfracté vis-à-vis du rayon incident. Donc la formule est tout simplement n1 sinus θ1 égale à n2 sinus θ2. Donc qu'est-ce que c'est que tous ces objets? θ1, c'est donc l'angle entre le rayon incident et la normale au point où arrive le rayon incident. θ2, c'est l'angle du rayon réfracté toujours par rapport à cette même normale. Et on a les deux indices qu'on appelle des indices de réfraction, l'indice N1 du milieu 1 et l'indice N2 du milieu 2.
Donc par exemple, l'indice de l'air ou l'indice du vide, c'est 1. L'indice de l'eau, c'est environ 1,3. Et l'indice du verre, c'est environ 1,4, 1,5. Les indices, ils dépendent du milieu, ce sont des constantes connues. Ils dépendent aussi de la longueur d'onde du rayon, donc du type de lumière qu'on envoie. Et donc, supposons connu donc l'angle d'incidence de notre rayon. Les milieux, ce sont des constantes connues. Et donc, à partir de cette formule-là, on en déduit l'angle θ2 en fonction de n1, θ1 et n2. Pour le ray tracing, ça signifie la chose suivante. Quand vous avez un rayon incident R0 qui arrive en un point ici d'un objet qui a de la transparence, il va falloir maintenant, issu de ce point, lancer deux rayons. Donc bien sûr, le rayon réfléchi R1 qui va poursuivre sa vie de rayon réfléchi, et donc il va falloir calculer les intersections, les réflexions et aussi éventuellement les réfractions à partir du rayon R1. Mais aussi le rayon R2 qui lui va suivre sa vie de rayon réfracté. Il va falloir calculer les intersections du rayon R2, les réflexions et éventuellement les autres réfractions à partir de R2. Regardons les progrès effectués grâce au ray tracing. On a une scène à dessiner, ici avec des objets de la scène, on a un éclairage et on a un observateur. Donc dans notre modèle ancien avec un éclairage direct, la lumière éclaire directement la montagne, donc sur notre image on voit la montagne. La lumière éclaire la surface de l'eau et donc on voit ici l'image de l'eau. Maintenant, grâce au ray tracing, on a ajouté la réflexion. Et donc, l'image de la montagne se réfléchit à la surface de l'eau. Et donc, d'un point de vue de ray tracing, on lance un rayon à la surface de l'eau qui se réfléchit vers la montagne et qui, elle, est éclairée par éclairage direct. Et donc, l'eau, par un éclairage indirect, sur l'eau apparaît donc l'image de la montagne. Et on vient d'ajouter de la transparence, c'est-à-dire que maintenant, par transparence et par des rayons réfractés, on voit le poisson dans l'eau. La transparence apporte beaucoup de complications à nos calculs de ray tracing. Regardez ici un rayon qui va traverser une paroi de verre, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Notre rayon incident, il arrive en un point. Bien sûr, on a une partie réfléchie et une partie réfractée. Donc là, le rayon réfracté, il continue son trajet, mais à un moment, il va traverser l'autre côté de la paroi. Et à ce moment-là, on a encore un changement de milieu. On va passer du verre à l'air. Et à ce moment-là, on a de nouveau un rayon réfléchi et un rayon réfracté. Donc à chaque fois qu'un rayon lumineux arrive à un changement de milieu avec un milieu transparent, il se divise en deux. D'accord ? Et donc si on reprend par exemple la trajectoire de ce rayon réfléchi R1', il va intersecter de nouveau la paroi et il va se rediviser en deux en un rayon réfléchi, un rayon réfracté, etc. Donc vous voyez que quand un rayon traverse une paroi de verre, ça donne déjà lieu à pas mal de complications. Vous remarquez que le rayon incident R0 et le rayon vraiment sortant R2', ils sont parallèles, mais ils ne sont pas situés dans le même axe. Il y a un phénomène qui s'appelle la réflexion totale qui apporte aussi des complications, mais dont on ne tient pas compte dans notre modèle de ray tracing. C'est le fait que si un rayon incident R0 ici arrive sur notre dessin avec un angle très faible par rapport à l'horizontale en un changement de milieu, alors il va être totalement réfléchi. Il n'y aura pas de réfraction, même si on a un changement de milieu en ce point. Donc le fait que l'angle soit petit par rapport à l'horizontale, ça veut dire que l'angle est proche de 90 degrés par rapport à la normale en ce milieu. D'accord ? Alors c'est un phénomène que vous pouvez observer si vous êtes la tête sous l'eau dans une piscine.
Vous levez la tête vers la surface de l'eau et vous allez voir que la surface de l'eau, donc vue du dessous, ça ressemble à un mur d'argent. C'est un excellent exercice de modélisation et de programmation de vérifier ce qui se passe quand un rayon de lumière blanche traverse une goutte d'eau. Donc en fait un rayon de lumière blanche, c'est la superposition de rayons de couleur dans par exemple toutes les longueurs d'onde visibles. Et donc notre rayon il arrive à la surface de la goutte d'eau, il y a donc un changement de milieu, mais en fait l'indice de l'eau, qui est environ 1,3, dépend aussi un petit peu de la longueur d'onde du rayon de lumière. Et donc vous voyez que les rayons ne sont pas déviés tous exactement de la même façon. Et donc le rayon lumineux blanc commence à être dévié en rayons de différentes couleurs. Ensuite, les rayons vont se réfléchir sur la paroi interne de la goutte d'eau, selon la loi habituelle. Et ils arrivent à un deuxième point d'intersection avec la paroi et on a un nouveau phénomène de réfraction, toujours dépendant de la longueur d'onde de nos rayons. Et donc nos rayons sont complètement séparés et bien sûr ils forment un arc-en-ciel.